Donc bienvenue à cette session sur Java 7. Avant de démarrer, l'organisateur demande d'avoir un slide sur l'orateur. Donc mon nom est David Delabassé, je travaille chez Oracle. Je suis arrivé chez Oracle à travers l'acquisition de Sun. Chez Sun, j'ai travaillé une dizaine d'années sur Java, Java au sens large, donc de Java EMI à Java SE, à Java EE, mais aussi Java Card. Et avant de travailler chez Sun, je travaillais sur des projets qui embarquaient Java, donc Personal Java à l'époque, dans des appareils. Donc ça fait plus de 15 ans que je touche du Java. À mes heures perdues, je suis aussi membre du Steering Committee de Devoxx en Belgique. Donc je suis belge. Ce qui veut dire que je dirais probablement plus souvent 70 et 90 que 70 et 90. Et j'aurais aussi probablement tendance à utiliser peut-être un peu trop de termes en anglais. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. Je travaille chez Oracle, donc je vous invite à lire ce slide qui n'a pas été traduit. En gros, l'idée ici, c'est que tout ce que je vais dire, mis à part ce slide, pourrait changer. Maintenant, on parle de Java 7. Donc Java 7 est disponible depuis l'été passé, donc l'été 2011. Donc ici, je vais vous parler de soft, mais du soft qui est disponible. Donc rien ne risque de changer. Donc Java 7 est disponible depuis l'été dernier. Si on regarde historiquement, donc chez Sun, on avait une sorte de fréquence pour les sorties de Java. Fréquence qui était de plus ou moins tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, on avait une version majeure de Java qui était rendue disponible. C'est vrai, je crois, depuis la version 1.2 jusqu'à la version de Java SE 6. Java SE 6 qui est sorti en 2006. Donc ce qui veut dire qu'entre Java SE 6 et Java 7, il y a eu un énorme gap, un gap de 5 ans. Il a fallu attendre 5 ans pour avoir une nouvelle version de Java. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Notamment le fait que Sun a peut-être été un peu trop ambitieux quant au contenu de Java 7. Une autre raison, c'est que Sun a eu quelques soucis. Oracle a annoncé en 2009 son intention d'acquérir Sun. C'est un processus qui a pris du temps pour diverses raisons, obtenir les approbations, etc. Une fois que l'acquisition a été finalisée, Oracle a mis les bouchées doubles afin de rendre le plus vite disponible une version. Et Java 7 est donc sorti. Donc c'est une release importante parce que ça faisait d'abord importante à plusieurs titres. Ça faisait longtemps d'abord qu'on n'avait pas eu d'update. C'est aussi la première version de Java qui est rendue disponible sous la houlette d'Oracle, donc c'est quelque chose qui est quand même assez symbolique. C'est aussi la première version qui a été développée en dehors du firewall, donc au sein du projet OpenJDK. D'ailleurs, l'implémentation de référence de Java 7, c'est l'implémentation OpenJDK. Donc c'est une release qui est très importante à nos yeux. Maintenant, si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'il y a dans Java 7 ? On parle souvent de Invoke Dynamics, du framework ForkJoin, des New IO 2, de Project Coin. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées là. Bien sûr, je vais expliquer certaines de ces fonctionnalités. Maintenant, je n'ai qu'une cinquantaine de minutes, donc je ne pourrai pas nécessairement aller dans les détails sur toutes les fonctionnalités. Mais l'idée est en fait de vous donner un aperçu de ces fonctionnalités-là, qui sont des grosses fonctionnalités, mais aussi de fonctionnalités qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus niches. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, vous aurez retenu une ou deux fonctionnalités qui seront utiles pour vous. Juste une question, qui utilise déjà Java 7 aujourd'hui ? Ok, donc on va dire 10% de la salle, ce qui n'est pas énorme. Une chose importante à mentionner, c'est que Java 7 est la version actuelle de Java, et une chose importante à souligner, c'est que Java 6 atteint bientôt la fin de cycle de vie. Donc Java 6, dans 6 mois, aura atteint la fin de cycle de vie, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'updates sur Java 6 qui seront rendus disponibles gratuitement. Donc c'est peut-être l'occasion de passer sur Java 7 maintenant. Donc le premier point, Project Coin. L'idée de Project Coin, elle était relativement simple. On a demandé à la communauté de faire des suggestions pour tenter d'améliorer le langage de programmation Java. Donc un ensemble de suggestions ont été faites. Elles ont été analysées, elles ont été traitées, et certaines suggestions sont atterries dans Java 7. D'autres risquent d'atterrir dans Java 8. Donc si on regarde les suggestions, les améliorations qui ont été apportées dans Java 7, on a notamment les binary literals. Donc avant Java 7, on avait la possibilité d'exprimer des entiers en notation décimale, en notation octale et en hexadécimale. Pour l'octal, on rajoutait un préfixe
0O, pardon, pour l'hexa 0x. Décimal, il n'y avait pas de préfixe. Donc maintenant, on a un nouveau préfixe, 0b, qui dit qu'en fait, on va exprimer un binaire en utilisant des 1 et des 0. Ce qui est assez logique, en fait. Quoi de plus naturel que d'exprimer un binaire en utilisant des 1 et des 0. C'est très utile, par exemple, quand on doit faire du bitmasking. C'est quelque chose qui est très simple. Je ne sais pas vraiment si c'est c'est pas vraiment un exemple de bitmasking. Ici, c'est plutôt de la programmation style Commodore 64. Mais il y a vraiment des use cases. Donc, un happy face exprimé en binaire, quelque chose de très simple à faire. Une autre amélioration, c'est l'utilisation de la barre underscore, donc la barre de souligné dans les littérales. L'idée est en fait simplement d'en améliorer la lisibilité. Donc quelques exemples. Donc on va pouvoir insérer dans nos littéraux des barres de souligné, des underscores, simplement pour les rendre plus lisibles. Le compilateur va complètement les ignorer. Donc ça ne va pas changer le comportement de votre code. C'est juste pour vous pouvoir exprimer plus facilement les choses et aussi pour les gens qui sont amenés à maintenir le code, c'est beaucoup plus facile à lire. Donc si on prend par exemple le quatrième exemple, le Social Security Number, on constate que les intervalles ne doivent pas être donc la répétition en fait est libre. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc on peut appliquer des masques. Il y a très peu de contraintes. Il y en existe cependant quelques-unes. C'est que par exemple, on ne peut pas utiliser l'underscore autour du point décimal, à gauche ou à droite. On ne peut pas démarrer un littéral avec un underscore ni le terminer. Et enfin, on ne peut pas couper le préfixe, par exemple 0x, avec un underscore. Encore une fois, si on reste là-dessus, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste les ignorer. Donc c'est juste pour simplifier la lisibilité du code. Ça n'aura aucun impact sur le bytecode qui sera généré. Strings in switch. Là, l'idée elle est très simple en fait. C'est qu'on a enfin la possibilité directement d'utiliser des chaînes de caractères pour faire des switches. C'est quelque chose, c'est un use case très fréquent en fait. Et ce qu'on faisait auparavant, c'est en gros on faisait une sorte d'arbre de décision. Donc on faisait un if then else et ensuite on prenait nos strings equals et on se basait sur ça pour effectuer le cheminement, le raisonnement. Un exemple très simple ici, j'ai une fonction qui me retourne le nombre de jours d'un mois. Je reçois deux paramètres, une chaîne, donc le mois et l'année. Donc je fais un switch sur la chaîne que je reçois, donc sur le mois. Donc si j'ai avril, juin, septembre, novembre, je retourne 30. Par contre, si j'ai janvier, mars, mai, etc., ce sont des jours à 31, à 31 jours, donc je retourne 31. Et enfin, j'ai un cas particulier, le mois de février, où là, je dois faire un petit calcul en reposant sur l'année pour savoir si c'est 28 ou 29 jours. Et en théorie, je ne devrais pas avoir de default. Une remarque. Si on regarde techniquement ce que le compilateur fait ici, il génère en fait deux switch cases en utilisant le hashcode de chaque string. On pourrait dire, ok, en fait, ce switch case est transformé en deux switch cases. Ça a un impact au niveau performance. C'est pas vrai en fait. Si on compare ça par rapport à un arbre de décision basé sur if then else, on constate que cette approche est plus performante. Point suivant, la gestion des ressources a été grandement améliorée. Donc, Automatic Resource Management, introduit dans Java 7. L'idée est très simple. C'est qu'en Java, on travaille sur des ressources. Donc, on crée des ressources. Par exemple, ici des inputs et des output streams. On fait un traitement et ensuite, en fin de traitement, on doit fermer ces ressources. Pourquoi? C'est le b.a.-ba de l'informatique. Si on ne le ferme pas, si par exemple on a un fichier, si on ne le ferme pas, il reste verrouillé. En plus, ça pourrait induire des fuites. Donc on doit fermer les ressources. Maintenant, il faut imaginer le cas de figure où le traitement sur les ressources peut générer des exceptions. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer ce cas de figure-là. Ensuite, il faut refermer les ressources. Donc on fait souvent ça dans un finally. Il faut gérer le cas de figure aussi où la fermeture d'exception pose un problème. Donc on en rajoute une couche. Ça se complique quand on a 2 ou 3 ressources, enfin si on travaille sur 2 ou 3 ressources en même temps. Donc on arrive très vite à écrire un code très long, très verbeux pour gérer quelque chose qui somme toute devrait être assez simple. En Java 7, ça a été simplifié. Donc on a une nouvelle construction sur
un try block. Et en fait, on fait un petit peu comme un for. Donc après le try, on ouvre des parenthèses et là, on déclare des ressources. C'est la seule chose qu'on peut faire entre ces parenthèses. On déclare des ressources sur lesquelles on veut travailler. Donc ici, je déclare une input stream et une output stream. Ensuite, je peux manipuler ces ressources. Donc ici, et ce qui est important à souligner, c'est que les ressources qui sont déclarées entre les parenthèses, le scope est limité au bloc, donc les accolades. Je travaille sur mes ressources et une fois que j'ai terminé, donc je sors du scope, les ressources seront automatiquement fermées. Donc je ne dois plus me préoccuper de moi-même gérer la fermeture des ressources. Techniquement, ça a été implémenté par une super interface, Java Lang Autoclosable. Et en gros, n'importe quelle ressource qui a une clause, une méthode clause, est candidate à utiliser cette super interface. Et si on regarde dans le JDK 7, donc ça c'est l'ensemble des ressources qui sont devenues autoclosable. En gros, quand on utilise l'interface closable dépend de l'interface autoclosable. Donc si on supporte autoclosable, automatiquement les ressources deviennent autoclosable. Bien sûr, on a toujours la possibilité de fermer les ressources à la main si on ne veut pas bénéficier de ce genre d'amélioration. Maintenant, il faut garder à l'esprit un cas de figure. C'est que si je reviens sur le code précédent, donc mon traitement sur les ressources peut jeter une exception, donc peut provoquer une erreur. Il faut que je traite cette erreur. Mais la fermeture des ressources qui est automatique pourrait aussi potentiellement générer une exception. Le problème, c'est que cette exception sera masquée par l'exception du code principal. On peut toujours cependant avoir accès à cette exception en utilisant une nouvelle méthode qui a été introduite. Donc sur l'exception entre guillemets principale, on va faire un get suppress pour obtenir l'information sur l'exception qui est liée à la fermeture des ressources qui ne s'est pas déroulée comme on le voulait. Le multicatch, donc ça c'est un exemple de code très basique. Donc j'attrape une IO exception, je log, je la balance, j'attrape une SQL exception, je fais exactement la même chose. Ici c'est relativement simple parce que le traitement des exceptions, il est très basique. Mais quid si j'avais 6 ou 7 autres exceptions. En Java 7, on a introduit ce qu'on appelle le multicatch, qui permet de faire... Donc c'est un catch en fait et on va séparer avec le pipe pour spécifier le type d'exception qu'on veut catcher. Et évidemment, le traitement qui est commun à ça sera dans le bloc. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est relativement basique, mais qui en termes de productivité simplifie beaucoup le code, le rend beaucoup plus lisible. Et évidemment, on peut avoir une approche beaucoup plus granulaire. Donc ici, en fait, je catch d'abord une exception spécifique, donc je catch specific exception, je fais un traitement spécifique pour traiter cette exception, et ensuite je fais un multicatch. J'attrape un exception, my exception et the exception, et je fais un traitement d'exception beaucoup plus générique. Autre fonctionnalité, c'est le more precise rethrow. Donc si on regarde ici ce code-là, dans mon bloc, donc dans mon try, j'ai potentiellement du code qui pourrait jeter deux exceptions, first exception et second exception. Le problème, c'est que quand je fais le catch, j'attrape en fait le supertype de ces deux exceptions. Donc quand je rebalance l'exception, j'ai perdu toute l'information d'exception, parce que là, je ne vais plus rebalancer une first exception ou une second exception, je vais juste balancer une exception. Donc j'ai perdu beaucoup d'informations quant à l'erreur. En Java 7, on peut faire ceci. Donc je déclare ma méthode, je précise qu'elle peut jeter deux types d'exceptions, first exception et second exception. J'invoque mon code qui potentiellement peut jeter ces deux types d'exceptions. Je fais un catch sur exception et je rebalance l'exception. Mais là, je ne vais plus rebalancer le supertype exception, mais je vais bien rebalancer l'exception qui a été levée. Donc soit une first exception ou une second exception. Donc je n'ai pas perdu l'information quant au type de l'exception. L'inférence de type. Autre fonctionnalité de Project Coin, elle est liée à l'utilisation des génériques. Donc en Java 7, on a introduit un nouvel opérateur, le diamant. Donc si vous avez beaucoup d'imagination et si vous êtes un peu radin,
un crochet plus petit, un crochet plus grand, c'est un diamant. L'idée est la suivante. Donc ici, je veux associer des clients à des villes. Donc j'ai une map de villes de liste de clients. Maintenant, je veux associer des départements à des villes, à des listes de clients. Donc j'ai une map de départements, de map de villes, de liste de clients. Ça se complique un petit peu quand je dois gérer les pays. Bon, je le concède, c'est un exemple un petit peu farfelu, mais c'est pour démontrer que l'utilité du Diamond Operator. Pourquoi? Parce qu'en fait, on constate qu'on a énormément de répétitions entre la gauche et la droite. Donc l'idée du Diamond Operator est la suivante. Donc je déclare ma map et je l'instancie new hashmap. J'utilise le Diamond Operator pour spécifier au compilateur qu'il doit faire de l'inférence de type. Donc il doit récupérer la partie, pour le type de la hashmap, il doit récupérer la partie qui se trouve à gauche de la déclaration. Et donc ce qu'on constate, c'est que on arrive quand même à un code qui est de 1 beaucoup plus lisible et aussi plus simple à écrire. Donc ça, c'était quelques-unes des améliorations au niveau Project Coin. Il y en a encore quelques autres, mais comme je l'ai dit, je vais essayer d'osciller entre certaines fonctionnalités importantes et certaines fonctionnalités plus anecdotiques, mais cependant utiles dans certains cas. Si on regarde au niveau des entrées et sorties, il y a eu énormément d'améliorations, principalement au niveau des New I/O 2. Donc les New I/O ont été introduits dans Java. En Java, à l'époque, c'était encore J2EE. C'était 1.4, donc c'était en 2002, je crois. Donc il y a 9 ans après, en 2011, on a enfin remis à jour toute cette couche-là, les New I/O 2. Et je dois dire qu'en termes de fonctionnalité, il y a énormément de choses. Sur les New I/O, je vais en couvrir quelques-unes. Il y a une session spécifique qui ne couvre que ça après, donnée par Jean-Michel Doudou, donc si vous avez l'occasion, je vous invite à y assister. Donc, 2 classes et une interface. La classe Java New I/O File Files, la classe Java New I/O File Pass avec un S, et enfin une interface Java New I/O File Pass sans S. Donc faites bien attention, la classe a un S, l'interface n'a pas d'S. Les 2 classes sont des classes statiques, donc un ensemble de méthodes statiques. Donc le Files permet de travailler en gros sur les fichiers, on va voir quelques exemples. Pass, c'est une classe qui permet de travailler sur les chemins, donc définir des chemins. Quelques exemples. Donc on supporte les chemins absolus, on supporte les chemins relatifs, on supporte par exemple la navigation dans une arborescence, donc d'un chemin donné, on peut remonter aux parents, on peut remonter à la racine, ce genre de choses-là. Et enfin, la dernière ligne importante aussi, le pass peut être compatible avec le vieux Java I/O file. Donc on peut le convertir. La classe Java New I/O File Files est personnellement, pour moi, c'est une des classes. Peut-être si je dois retenir qu'une fonctionnalité de Java 7, c'est cette fonctionnalité-là, parce qu'elle apporte énormément, je trouve. Pour des choses très basiques, manipulation de fichiers, mais une manipulation de fichiers, c'est quelque chose qu'on est amené à faire très souvent. Donc c'est une classe avec un ensemble de méthodes statiques, je crois qu'il y en a plus de 50, pour travailler sur des fichiers, des répertoires et différents types de fichiers. Donc des opérations de base, lire des fichiers, écrire des fichiers, copier des fichiers, effacer des fichiers, déplacer des fichiers, etc. Créer des fichiers, des répertoires, créer et gérer des liens symboliques aussi, donc les liens symboliques sont supportés. Évidemment, les liens symboliques, on a toujours une dépendance par rapport à l'operating system. Donc si l'operating system ne supporte pas les liens symboliques, on aura beaucoup de mal à les gérer au niveau Java. Les New I/O 2 aussi supportent les répertoires temporaires, donc spécifiques à l'OS. Donc si je demande d'écrire par exemple dans un répertoire temporaire, sur Windows ce sera peut-être du Windows Stamp, alors que sur Solaris ce sera un chemin complètement différent. Gestion des attributs. Donc obtenir par exemple la date de modification d'un fichier, qui est le propriétaire du fichier, quelles en sont les permissions, etc. etc. Déterminer le type de contenu d'un fichier. Déterminer le type d'un fichier, donc est-ce que c'est un exécutable, est-ce que c'est un lien, etc. Quelques exemples de code. Donc pour déplacer un fichier,
il faut définir deux chemins. Bon, les lignes sont, enfin, je ne l'ai pas sur mon slide, mais je définis un chemin source et un chemin destination. Ensuite, j'invoque cette méthode statique. Donc, files, move, je veux déplacer ma source vers ma destination et je veux que ce soit un move, donc une opération atomique. Donc, en une ligne de code, on peut déplacer des fichiers. Bon, on peut faire ça aussi dans un shell, mais en Java, déplacer des fichiers, c'était un petit peu plus verbeux auparavant. Copier un fichier, même chose, toujours en une ligne de code. Donc je fais un copie de ma source vers ma destination. Et dans ce cas-ci, je veux que les attributs soient copiés. Et si la destination, le fichier existe déjà, je l'écrase. Autre exemple. Ici, je vais faire un prop content type. Donc l'idée de cette méthode est en fait de demander à l'operating system. Donc on va interroger l'OS pour savoir ce fichier-là, de quel type il est. Et on va recevoir un MIME type. Donc par exemple, si je fais ça vers une image, un JPEG, j'aurai le MIME type JPEG. Même chose pour PDF, même chose pour un exécutable. Autre classe de Java 7, New.io, Directory Streams. Directory Streams répond à un besoin très spécifique. C'est quand on est amené à travailler avec des répertoires où on a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de fichiers dedans. Et c'est un use case relativement fréquent. En gros, c'est très difficile à faire avant ça, parce qu'en termes de performance, c'était quelque chose de monstrueux. Il fallait tout monter en mémoire, même si on voulait simplement avoir les 5 premiers noms de fichiers. Donc, lorsqu'on est amené à travailler avec des répertoires très larges, on va utiliser Directory Streams. On a la possibilité d'appliquer des filtres, du globbing. Donc, je veux tous les fichiers en star.java et en star.txt, par exemple. Appliquer des expressions régulières pour filtrer tout ça, ou alors carrément écrire son propre filtre, donc une classe spécifique. Comme je l'ai mentionné, les liens symboliques sont maintenant gérables à partir de Java, mais évidemment à ce niveau-là, on dépend toujours de l'OS et des permissions, bien sûr. Autre fonctionnalité intéressante, c'est l'interface File Visitor. L'idée est très simple. C'est une interface qui nous permet, en gros, de traverser une arborescence. Donc, on va traverser l'arborescence et ensuite on va implémenter les méthodes qui nous intéressent. On a une previsit directory, donc méthode qui serait invoquée avant de visiter l'arborescence. Visit file, lorsqu'on touche un fichier. Visit file failed, on a eu un problème. Et ensuite, post visit directory. Donc on a fini la visite. Donc un exemple ici, j'ai une classe print files, donc qui étend mon interface simple file visitor. Et ici j'implémente juste la méthode visit files. Qu'est-ce qu'on fait quand on visite toute une arborescence? Quand on a un fichier, ici dans ce cas-ci, je regarde juste si c'est un fichier régulier. Donc si c'est un fichier régulier, j'affiche que c'est un fichier régulier. Si pas, je précise que c'est pas un fichier régulier. Donc typiquement un lien symbolique par exemple. Et enfin, je return un continue si je veux continuer la récursivité. Enfin, si je veux continuer la visite en fait de l'arborescence. Maintenant, pour invoquer le tout, je dois définir un chemin de départ. Ensuite, j'instancie ma classe printFiles. J'invoque la méthode statique walkFileTree en précisant mon chemin de départ et en précisant mon file visitor. Et c'est parti. Autre fonctionnalité, le Watching Directory. Donc l'idée est très simple. Si vous utilisez par exemple gedit, vous travaillez sur un fichier en gedit, vous sortez de gedit, vous laissez gedit tourner et vous effacez le fichier par exemple à partir de l'OS ou vous le modifiez à partir d'une autre application. Gedit va vous donner un pop-up vous disant que le fichier a été modifié ou il a disparu. C'est ce qu'on va faire ici, mais de manière standard. Donc on peut observer des événements sur les fichiers, la création, le delete et la modification. Et on peut attacher des events qui seront invoqués lorsque, par exemple, les fichiers qu'on observe ont été effacés. Donc on peut faire ça de manière standard maintenant dans la plateforme Java. Les file systems. Un file systems, en fait, c'est une... Qu'est-ce qu'un file system? C'est juste, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un container avec une arborescence qui contient un ensemble d'objets, donc des fichiers. Il existe différents types de file systems et en Java 7, on a la possibilité de créer ses propres file systems. Donc quelques use cases ici, par exemple, on voudrait écrire un file system en mémoire ou un file system qui soit fault tolérant et distribué. Ou alors on peut aussi utiliser cette fonctionnalité-là si on veut étendre les fonctionnalités des file systems existants.
Et évidemment, l'avantage de cette approche, c'est qu'une fois qu'on a le file system, on travaille avec le file system de manière tout à fait transparente. Que les fichiers soient en mémoire ou que les fichiers soient distribués, pour nous, c'est totalement transparent. Pour implémenter son file system, c'est simple. Il faut implémenter une SPI, donc une Service Provider Interface, Java NIO File SPI File Systems Provider, et implémenter le Java NIO File Systems. Quand je dis que c'est simple, j'avouerai que je ne l'ai jamais fait. Cependant, Java 7 vient avec un exemple de File System Provider, donc le Zip File System Provider, qui va considérer qu'un zip ou un jar, parce qu'un jar n'est qu'un zip. Donc ce zip, cette archive sera accessible en utilisant l'API File System traditionnel. Donc ici j'ai un exemple. En gros, tout se passe ici. Donc, URI create, mon zip. Ensuite, je démarre mon file systems. Je définis deux chemins. Le premier external file qui pointe vers un fichier qui se trouve sur mon file system par défaut, donc mon disque. Et le deux chemins path in zip file qui pointe vers un sample txt à partir du root, mais dans mon file system zip, donc dans mon zip. Et ensuite, je fais un copy de manière traditionnelle. External text file, je le copie vers le path in zip file. Donc mon fichier de mon système sur le disque sera copié automatiquement dans mon zip. Donc, le zip jar file system provider est utile pour manipuler des zips, mais les sources de ce file system provider sont fournies aussi à titre d'exemple pour expliquer comment on développe un file system provider. Une nouvelle méthode a été introduite sur la classe URL class loader. L'idée est relativement simple. On charge dans ce cas-ci du bytecode, donc une classe venant d'un jar. Le problème qu'on avait auparavant, c'est si le jar était amené à changer. Donc la classe dans le jar change. La recharger, on n'était jamais sûr que la classe avait été finalisée. Donc quand on pouvait la recharger, mais on n'était jamais sûr d'avoir la dernière version de la classe. Maintenant, on va faire un close explicite. Ce qui fait que si on recharge du contenu de ce jar, on est certain d'avoir la dernière version. Donc la classe pourrait changer dans le jar, on a toujours la dernière version si on la recharge. Enfin, on a aussi rajouté le support SDP et SCTP dans Java 7. Donc SCTP, Stream Control Transmission Protocol. J'avoue que SCTP, je ne l'ai jamais rencontré pour l'instant. SCTP, en fait, est une sorte de réunion des fonctionnalités TCP et UDP. SDP, par contre, Socket Direct Protocol est plus fréquent, maintenant plus fréquent sur des ordinateurs haut de gamme, typiquement sur des Exalogic par exemple. Donc on rencontre ça quand on a des réseaux, des fabriques InfiniBand, donc des réseaux à très haute, à throughput très importante et latence très faible. En SDP par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du RDMA, Remote Direct Memory Access. Donc le principe il est très simple, on a deux process Java. À travers le réseau, un process Java peut copier directement dans la mémoire de l'autre process Java de manière sécurisée. Pour des raisons de performance, on bypass complètement la couche OS, donc on n'a pas cet overhead-là. Et c'est en faisant ça qu'on arrive à des latences de l'ordre de la microseconde dans certains cas. Maintenant, SDP n'est actuellement supporté que sur Solaris et Linux. Autre point important de Java 7, c'est tout l'aspect parallélisme. Donc la concurrence a été rajoutée dans Java 5 à travers le JSR 166. Il y a une update en Java 6 et encore une autre update en Java 7. Donc c'est l'update Y en fait. L'idée elle est très simple. Ça a été mentionné hier dans le keynote. Si on regarde l'évolution du matériel des CPU, on a atteint un palier au niveau des fréquences. Donc les fréquences, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles augmentent encore. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pallier ce problème-là? On rajoute des cœurs. C'est vrai pour les ordinateurs, c'est vrai pour les téléphones mobiles, donc il n'y a pas de raison que ça se stoppe. Donc il faut bien évidemment que le code qu'on écrive soit capable d'utiliser cette architecture. Donc on va utiliser une méthode, donc le divide and conquer, donc le diviser pour mieux régner. Le principe il est relativement simple. Comment on va paralléliser du code? Juste une remarque, ça ne s'applique pas à tout type de problème. Donc si on a un problème qui est parallélisable, on va regarder. Si c'est un problème basique, on va le traiter directement. Par contre, s'il est un peu plus complexe, on va le diviser en deux
et on va le paralléliser. Donc on va forquer le problème en sous-problèmes et on va l'exécuter en parallèle. Et ensuite, bien sûr, à la fin, il faut faire un join des résultats pour avoir le résultat du problème global. Donc c'est l'idée du framework fork join. Donc on a le fork join pool qui en fait, le fork join pool va en fait exécuter les tâches. Il va faire tout le sale boulot pour nous. Donc il va gérer l'exécution, assigner les tâches sur des threads matériels, ce genre de choses-là. Nous, développeurs, ce qu'on doit faire, c'est on doit implémenter les fork join tasks. Il y en a deux types. Une recursive action ou recursive task. C'est la même chose, sauf que la première, ne renvoie rien. Donc elle travaille sur des données qui sont partagées en mémoire. La recursive task, par contre, elle retourne un résultat. Et donc toutes ces tâches qui seront créées seront assignées à un fork join pool. Tout le traitement des tâches se fait dans la méthode compute. Un exemple, le premier exemple, recursive action, donc je ne retourne rien. Je teste, si je suis en dessous d'un certain palier, je fais le traitement directement. Si pas, je fork, donc je divise mon problème en deux et je l'envoie au fork join pool pour un traitement parallèle. On a aussi rajouté dans Java 7 des queues, donc des queues qui permettent de partager de l'information en mémoire de manière secure entre différents threads. La transfer queue, qui est une queue FIFO, donc first in first out, et la concurrent linked des queues, qui est une queue un peu spécifique, c'est une queue à double entrée. Donc on peut rajouter des éléments des deux côtés. On peut rajouter des éléments à gauche, à droite, on peut en enlever à gauche, à droite. Au niveau concurrence, on a aussi maintenant un générateur de nombres aléatoires qui est thread safe. Donc si on l'invoque dans différents threads, on aura des résultats qui sont différents, enfin qui sont aléatoires, donc des résultats cohérents. On a aussi une nouvelle barrière donc de synchronisation. Donc c'est une barrière qui permet de synchroniser des threads. Ici l'idée c'est que on avait déjà des barrières avant, le countdown latch et le cyclic barrière. Ici on peut rajouter de manière dynamique et enlever de manière dynamique des threads à cette barrière-là. Donc l'idée elle est très simple. On a plusieurs threads qui travaillent en parallèle. À un moment donné, on veut que avant de continuer le traitement, toutes ces threads soient terminées. Donc on va mettre une barrière pour synchroniser ça. Et en plus ici on peut travailler en phase. Donc une fois qu'on a atteint la barrière, on peut réutiliser le phaser pour redémarrer une nouvelle phase, donc redémarrer le même traitement. Le class loader a été amélioré aussi en Java 7 afin d'éviter des deadlocks sur des applications multithread. En gros, quand on écrivait son propre class loader dans des applications multithreadées, des fois ça générait des problèmes parce qu'on ne respectait pas le modèle acyclique de chargement de classe. Maintenant, ça ne devrait plus se passer parce que le class loader gère ça. Amélioration au niveau client. Donc ici, je passe à l'autre extrême. D'abord, le look and feel Nimbus a été introduit dans Java 7. Il était déjà disponible en Java 6. La différence, c'est que maintenant, il est disponible en standard. Donc, il n'est pas par défaut, donc c'est toujours Metal, le look and feel qui est présent, qui est activé par défaut. Donc, il faut configurer pour spécifier qu'on veut utiliser Nimbus. L'avantage de Nimbus, c'est qu'il est basé sur Java 2D. Donc il se resize complètement, quelle que soit la résolution. Et aussi l'avantage de Nimbus, c'est que par rapport à Metal, il est quand même beaucoup plus joli. Metal est peut-être un petit peu vieux. Autre composant qui a été rajouté dans Java 7, c'est JLayer. C'est un composant qui historiquement vient du projet Swing Labs. L'idée elle est très simple, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle un décorateur sur des composants. Donc ici j'ai deux exemples. J'ai une dialogue à gauche sur lequel j'ai rajouté une spinning wheel pour faire patienter l'utilisateur. À droite, j'ai rajouté un décorateur pour spécifier à l'utilisateur quelles sont les options possibles. Un autre cas de figure serait par exemple de rajouter, donc on a un formulaire, on pourrait rajouter un décorateur pour spécifier à l'utilisateur que tel champ et tel champ, on les entoure en rouge pour lui spécifier, le notifier que les champs ont été remplis de manière incorrecte. JLayer est à même de gérer aussi les événements, donc on peut attacher un comportement à ceci. Autre amélioration, on peut enfin mélanger des composants AWT et Swing. Ça marche. Sauf dans certains cas de figure.
Mais si on regarde historiquement, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avant. Le seul problème, c'est qu'on obtenait rarement le comportement qu'on voulait. Donc typiquement, on avait toujours les composants AWT qui venaient au-dessus des composants swing. Donc c'était très compliqué. Maintenant, mis à part ces cas de figure-là, ça fonctionne et c'est supporté. Autre fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est la gestion de la transparence sur des fenêtres. Donc on peut appliquer sur des fenêtres des effets de transparence. Soit complet, donc toute la fenêtre devient transparente, on définit un alpha, donc le degré de transparence. On peut aussi faire ça par pixel. Donc par pixel, ici c'est l'exemple du dessus. L'idée c'est d'avoir un degré de transparence qui soit différent à certains endroits de la fenêtre. Pour les implémentations Unix, donc qui sont les implémentations de Java 2D, on a un nouveau pipeline graphics qui repose sur le GPU de la machine, donc le processeur graphique de la machine. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus performant. Il n'est pas activé par défaut, donc il faut l'activer. Il n'est pas activé par défaut simplement pour être compatible avec l'ancien. Mais si on peut gérer ça, autant l'utiliser. Autre fonctionnalité qui a été apportée à Java 7, c'est le support des OpenType. Les OpenType, ce sont des polices de caractères définies par Microsoft. En gros, c'est l'évolution des TrueType de l'époque. Donc en Java 7, on supporte les OpenType. Dans un premier temps, oui, on supporte uniquement ce qu'on appelle les compact fonts. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que Java 7 suit l'évolution des standards qui apparaissent sur le marché. Autre amélioration, c'est la gestion des fonts sur Linux. Qui a déjà eu des problèmes de gestion de police de caractères sur Linux? Ok. Donc l'idée, elle est très simple. C'est qu'en Java, on a un ensemble de polices de caractères logiques. Serif, sans serif, monospace, dialogue et dialogue input. Ensuite, on doit faire un mapping de ces polices de caractères logiques, entre guillemets, vers les polices de caractères qui sont disponibles. Donc les polices de caractères physiques. Le seul problème, c'est que sur Linux, c'était toujours un petit peu rock'n'roll. Maintenant, on a changé son fusil d'épaule. En fait, donc Java 7 repose sur les polices de caractères qui sont disponibles dans libfontconfig. Donc, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et en gros, c'est l'approche qui est adoptée par GNOME et KDE. Donc, si KDE tourne sur votre Linux, la gestion des fonts sur Java 7 en Linux fonctionnera sans problème. Autre exemple très spécifique, on a rajouté un nouveau tab dans la dialog box Gcolor Chooser. Et c'est le HSL qui a été rajouté. Donc HSL, c'est teint de saturation luminance. Donc pour vous, si vous avez une application qui doit traiter les couleurs, ça ne change rien, sauf que l'utilisateur a une nouvelle possibilité pour sélectionner, pour spécifier la couleur qu'il veut. Autre amélioration qui ont été apportées, ce qu'on appelle les shaped windows. Donc une shaped window, c'est quoi? C'est en fait une fenêtre qui peut avoir une forme autre qu'une forme rectangulaire. Donc une fenêtre ronde, je sais pas, il y a peut-être des cas de figure pour avoir des fenêtres rondes. Ou alors une fenêtre rectangulaire, mais avec une deuxième fenêtre sur le côté, donc un autre rectangle beaucoup plus petit sur le côté, par exemple pour afficher des notifications, ce genre de choses-là. Autre amélioration, la classe file dialog, donc le pop-up qui vous permet de sélectionner les fichiers. C'est stupide, hein, mais le pop-up qui vous permet de sélectionner les fichiers maintenant peut gérer plusieurs fichiers. Donc vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers en cliquant sur le contrôle et en cliquant sur les différents types de fichiers. Java 7 supporte aussi maintenant les souris à plus de, je crois, c'est plus de 5 boutons. Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt d'une souris à plus de 5 boutons, mais c'est techniquement supporté. Par contre, la dernière fonctionnalité que j'ai soulignée, elle est beaucoup plus intéressante. Donc on a la classe Java AWT printJob qui en gros affiche une fenêtre de dialogue pour configurer l'impression. Ce qui se passait avant, c'est que cette fenêtre de dialogue était spécifique, c'était une vue Java de l'impression. Maintenant, quand on affiche la boîte de dialogue, on a la possibilité de spécifier si on veut toujours cette vue Java, entre guillemets, donc qui sera portable entre toutes les plateformes, ou alors on peut avoir aussi la vue native,
qui en gros est le dialog box offert par le driver de l'imprimante. Évidemment, si on passe de Windows à Mac, la dialog box sera différente. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir une configuration beaucoup plus poussée de l'impression. Autre amélioration au niveau de Java 7, tout ce qui est lié au déploiement. Alors, pour l'utilisation de Java Web Start, on a besoin de 3 fichiers. On a besoin bien sûr du jar qui contient le code, on a besoin d'un fichier JNLP qui décrit et configure l'application, et on invoque souvent ça à partir d'un fichier HTML. On a la possibilité maintenant, quand on déploie du Web Start, d'éviter un aller-retour réseau. On va en fait embarquer directement dans le tag applet le fichier JNLP. Donc la page HTML en fait qui va lancer l'application aura déjà par défaut le fichier JNLP. Donc il ne faut plus aller rechercher sur le réseau, on va juste aller rechercher le jar. Autre fonctionnalité qui peut paraître très spécifique mais qui résout un problème assez fréquent. Si on travaille avec des applets, et ça arrive, si on utilise l'applet et on fait des invocations à partir de JavaScript de certaines fonctionnalités de l'applet, ce qui se passe, c'est que les moteurs JavaScript de la plupart des browsers sont monothreadés. Donc, j'ai une page qui se charge, mon applet se charge, et j'ai du code JavaScript qui veut interroger l'applet pour obtenir un résultat, par exemple. Si l'applet n'est pas encore chargé, tout se freeze. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est logique, le code JavaScript, il essaye d'invoquer l'applet n'est pas encore chargé, il ne peut qu'attendre. Maintenant, on a la possibilité de tester pour voir si l'applet est effectivement chargé. Donc, si l'applet est effectivement chargé, à partir du code JavaScript, on peut invoquer l'applet. Si elle n'est pas chargée, on va faire quelque chose, on va attendre, ou on va simplement s'abstenir d'invoquer l'applet pour avoir cet effet où tout le browser est gelé. Autre amélioration, et là je confonds toujours les deux. Le comportement était inconsistant lorsqu'on lançait une applet du browser ou du desktop. C'est que dans un cas, l'applet était décorée, donc elle apparaissait dans une fenêtre, et dans l'autre cas, elle n'était pas décorée. Donc elle apparaissait nue comme dans ce cas-là. Maintenant, c'est vraiment une configuration. Donc on peut avoir un comportement consistant pour peu qu'on le configure pour répondre à nos besoins. Donc on peut l'avoir borderless dans les deux cas ou dans une fenêtre dans les deux cas si l'on veut. Autre amélioration au niveau de JNLP, une qui est intéressante et qui est, si vous travaillez dans la finance et que Java Web Start est utilisé, c'est quelque chose qui pourra vous aider, c'est la possibilité de signer partiellement un JNLP. Donc on va signer uniquement une partie du JNLP, ce qui veut dire que on laisse la possibilité à l'utilisateur de configurer une certaine partie du JNLP, tout en préservant bien sûr les choses qu'on veut garantir, donc notre partie signée. Un ensemble d'améliorations au niveau de la VM qui ont été apportées à Java 7. Garbage first, donc un nouveau ramasse-miettes. J'ai toujours du mal avec le terme ramasse-miettes. Donc c'est un nouveau garbage collect qui a été introduit de manière expérimentale en Java 6. Donc on pouvait déjà le tester dans certaines releases de Java 6. C'est toujours le cas dans Java 7. Et l'idée, c'est qu'à terme, c'est l'idée, c'est pas un commitment, mais à terme, ce garbage collector devrait remplacer CMS, le Concurrent Mark and Sweep garbage collect qu'on a dans Hotspot depuis des années. L'approche, elle est complètement différente de CMS. C'est que la mémoire ne sera pas divisée en nouvelle génération et génération ancienne, mais elle sera partitionnée en zones de taille égale. Et cette approche nous permettra de faire des garbage collect de manière beaucoup plus déterministique. Donc c'est pas du real time, mais c'est du quasi soft real time. Donc c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, on peut le tester dans Java 7. Donc c'est clairement pas quelque chose qui est activé par défaut. Tiered compilation, c'est quelque chose dont pas mal de gens rêvent depuis longtemps. Si on regarde dans Hotspot, donc dans la VM, on a deux compilateurs JIT, le JIT client et le JIT serveur.
Et historiquement, on a toujours dit pour les applications clients, utiliser le JIT client. Pourquoi? Parce qu'il s'enclenche beaucoup plus vite, donc il démarre beaucoup plus vite, mais les améliorations de performance qu'il apporte ne sont peut-être pas si bonnes. Par contre, le JIT serveur pour les applications serveurs est idéal. Pourquoi? Parce que il a tendance à démarrer beaucoup plus lentement, mais il optimise beaucoup mieux. Ici, c'est la combinaison des deux, donc le meilleur des deux mondes. On combine le JIT client avec le JIT serveur. Donc on aura un JIT qui va démarrer très vite et qui, au fur et à mesure, donc le code devient de plus en plus chaud, va bénéficier des optimisations de JIT, du JIT serveur. Autre amélioration, donc on est sur des plateformes 64 bits de plus en plus. Donc par définition, les pointeurs passent de 32 bits à 64 bits. Ce qui fait que la consommation mémoire augmente, c'est inhérent à ça. Maintenant, c'est clair aussi, la mémoire, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est tout, donc la bande passante, la cache. Tout ça est très cher. Donc on a optimisé en compressant les pointeurs. Autre élément très important pour Java, qui a été introduit dans Java 7, il y a Rémi Forax a fait une session sur ce sujet-là hier, c'est rendre Java 7, donc permettre au langage dynamique de s'exécuter de manière très efficace, donc une très bonne performance sur Java 7. C'est fait via l'introduction d'un nouveau bytecode, Invoke Dynamics, et l'introduction de ce qu'on appelle les méthodes handle, qui sont en gros une sorte de pointeur vers des fonctions. Invoke Dynamics, comme vous l'avez probablement entendu, c'est le premier bytecode qu'on a rajouté à la plateforme depuis que Java est disponible. Il y a eu pas mal aussi d'améliorations au niveau localisation, internationalisation. Maintenant, c'est clair que si vous n'utilisez pas la localisation, ça va vous passer à ce niveau-là. On est passé de Unicode 4, donc du support de Unicode 4 en Unicode 6. En Java 7, on supporte une notation, donc Extensible Concurrency Code, donc il y a une notation spécifique pour définir les devises. Le number shaper a été amélioré, donc le cas de figure, c'est par exemple, je veux écrire une application pour des étudiants français pour leur apprendre à faire de l'arithmétique en utilisant des chiffres mongols. Donc les chiffres mongols sont différents, mais avec le number shaper, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les catégories, la notion de catégorie dans les locales. Donc on a en fait introduit des catégories qui permettent de définir des locales de manière indépendante. Donc on a deux catégories, tout ce qui est ressources de format et tout ce qui est ressources d'affichage. Le use case, c'est par exemple cette application. Donc je dois écrire une application qui s'adresse à une audience japonaise, donc je vais utiliser la locale japonaise, mais cette application doit être à même de traiter des transactions financières en format US. Donc je vais utiliser deux locales. Pour le display, je vais utiliser la locale japonaise et pour le format, je vais utiliser la locale US. On supporte BCP 47. Là, je vous avouerai que j'ai pas vraiment creusé. Diverses améliorations qui ont été apportées aussi dans Java 7. JDBC 4.1. En gros, deux grosses améliorations. C'est le support ARM, donc Automatic Resource Management. Donc les JDBC, si on les utilise comme je l'ai montré au début, avec un try, on ouvre le JDBC dans la parenthèse, ça se fermera automatiquement. Et l'introduction des Row 7 1.1. On a aussi mis à jour JavaDB, donc la database qui est inclue avec le JDK. On est passé à la version 10.8.1.2 qui apporte son lot d'améliorations. Au niveau sécurité, il y a eu pas mal d'améliorations au niveau sécurité. On supporte un crypto provider ECC, donc Elliptic Curve Cryptography. Donc l'idée d'ECC, ça devient un standard. L'idée d'ECC, c'est simple. On travaille avec des clés beaucoup plus petites, donc beaucoup plus simples à traiter, qui consomment beaucoup moins de ressources, et on obtient un niveau de sécurité qui est équivalent à, par exemple, du RSA. Donc maintenant, c'est supporté en standard dans Java 7. Le support TLS a été mis à jour, donc on supporte du TLS 1.1 et du TLS 1.2. Et enfin, il y a un autre ensemble d'améliorations qui a été apporté. On a bien sûr mis à jour certaines spécifications,
Par exemple, au niveau XML, on est passé sur JAXP 1.4.5. JAXWS a été mis à jour aussi. JAXB également. Dernier point, il y a eu pas mal d'améliorations au niveau Javadoc. Je crois que l'amélioration la plus visible, c'est l'utilisation des CSS. Donc ça, c'est Javadoc la pure et dure comme on faisait à l'époque, donc du siècle dernier. En Java 7, on est passé à l'utilisation des CSS, ce qui est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Donc, si on fait le bilan, on constate que Java 7 apporte son lot d'améliorations, des grosses améliorations, par exemple les New IO 2, framework, le Fork Join Framework, Automatic Resource Management, Project Coin, etc. Java 7 apporte aussi des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités ou améliore des fonctionnalités qui sont plus spécifiques. J'en ai couvert quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a des améliorations au niveau de JMX, etc., etc. Maintenant, j'ai physiquement pas le temps de couvrir toutes ces améliorations. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que Java 6 arrive en fin de vie, donc c'est peut-être le temps d'essayer de passer sur Java 7. Et ceci est vrai aussi si vous êtes un utilisateur de Java EE. Glassfish supporte Java 7, WebLogic supporte Java 7, et je suis sûr que d'autres application servers Java EE supportent aussi Java 7. Donc voilà, il reste 4 minutes. Je peux prendre 4 minutes de questions. Oui? Comment est-ce que les dates et les calendars vont faire être améliorés? Pardon? Il y a eu une question il y a très longtemps, je pense qu'elle est gérée par celui qui a fait Joe Datime, oui. Oui. Bah, c'est pas dans. Oui, c'est bon. Oui, oui, je sais. C'est pas dans Java 7. Je ne peux qu'espérer que ça arrive dans Java 8. Et c'est clairement, c'est sur certains coups, on n'a pas été, la communauté de Java au sens large n'a pas été très très efficace. Par exemple, les New IO, la gestion des fichiers est maintenant grandement simplifiée. C'est peut-être un peu dommage qu'il ait fallu attendre 2011 pour ça. La gestion des dates est un autre exemple. Mais bon, on ne peut pas non plus tout faire en même temps. Donc, il y a des compromis qui ont été faits et malheureusement. J'attends de voir parce que bon, on en parlait déjà pour avant Java 8, donc maintenant, j'espère. Une autre question? Autre que sur les dates? Oui? Pour les types des fichiers, c'est les mêmes types. Oui? C'est les extensions, ça dépend des OS. Donc la question est concernant les MIME types qui sont retournés par la méthode getContentType. Ça dépend de l'OS. Donc on fait une introspection. Donc Java fait une demande en fait à l'OS de renvoyer le MIME type. Et ensuite, on retombe vraiment sur la capacité de l'OS. Donc ce qui veut dire aussi que, oui, par exemple, ici dans les New IO, on a rajouté pas mal de fonctionnalités sur les fichiers, mais on a rajouté des fonctionnalités qui ne s'appliquent, qui auront un comportement différent dépendant de l'OS. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait gérer. Oui? Oui? Avec le JSR? JSR 14. C'est le JSR 14? Oui. Non, donc vous avez du code quoi? Du code 1.4? Oui. Oui. Qui enlève? Oui, enfin, je comprends pas vraiment la question, mais bon,
Java 1.4 est vraiment très ancien. Java 6 arrive en fin de vie. Donc si on a encore du code Java 1.4, c'est peut-être le moment de le dépoussiérer, d'essayer de le faire tourner sur Java 7 parce que... Oui, mais ça veut dire que c'est du code qui potentiellement ne peut tourner sur une JVM qui n'est plus supportée. Non, c'est qu'on a décidé, oui, mais bon, Java J2SE 1.4, bon, ça date de 2002, donc on ne peut pas se permettre de tout supporter. Donc voilà. Merci.